Le réel enfonce la porte. Alors on avait aussi, par rapport au Louvre, il y a un moment, les Russes avaient été accusés. Ah, alors les Russes, vous avez raison, Alex, de reparler des Russes. Là, c'est très, 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 très intéressant, vraiment, de ce qui se passe. C'est que, eh bien, la menace russe, elle est là. Alors, on entend, on avait eu que, bon, alors on ne dit pas qu'il n'y a pas de menace russe, on ne dit pas que Poutine n'est pas l'agresseur, on ne dit pas que Poutine n'a pas envahi l'Ukraine, évidemment, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réagit en France. C'est-à-dire qu'un peu partout, on voit bien en Italie, où effectivement, on y va à tréfeutrer, mais en Angleterre, en France et en Allemagne, il y a la sainte trilogie, la sainte trinité de dire attention, nous sommes là et il n'est pas question, on va faire reculer les Russes. Alors reculer les Russes, c'est une bonne chose, bien sûr. Eh bien, comment on va faire reculer les Russes? Doit-on faire reculer les Russes? Et alors, regardez, le chef d'état-major des forces terrestres est arrivé en tenue, est arrivé vraiment en tenue militaire, le 25 octobre face à Marc-Olivier Vogel sur RTL, et voilà ce qu'il dit. Mais donc on est prêt à envoyer nos soldats en cas d'agression russe contre un pays de l'Europe de l'Est? Alors de toute façon, nous sommes prêts, et ça fait partie des engagements de notre pays, à la défense collective, et un certain nombre des États à l'est de l'Europe nous disent « j'ai un ennemi existentiel à ma frontière » et peuvent être, le cas échéant, soumis à des tests. Mais clairement, il y a quelques jours, vous présentiez vos grandes orientations. Il y a une phrase évidemment qui a interpellé. Il faut être prêt dès ce soir à la guerre de haute intensité. Dès ce soir, on peut basculer. Je dirais même dès ce matin. Dès ce matin, tout peut basculer. On a vu les incursions de drones au cours des dernières semaines, les survols de chasseurs russes. Une méprise peut arriver et un engrenage peut s'installer. Je ne dis pas que c'est inéluctable, au contraire. Je dis qu'il faut qu'on nous pesions de façon à éviter cet engrenage. Il faut donc être prêt dès ce soir. Dès ce soir, l'armée de terre française est prête à monter au rempart de notre pays et de notre continent. Dès ce matin. Voilà, écoutez, c'est très simple. Le tambour bat, le clairon sonne. Qui reste en arrière? Personne. Paul Déroulède. Eh bien, on est prêt. Voilà, on est prêt. D'ailleurs, dès ce matin, j'ai entendu, moi, des chars passer devant ma fenêtre. J'ai entendu des grondements. J'ai entendu des avions. J'ai entendu des missiles. Voilà, tout se prépare, effectivement. Sus à la Russie, à Moscou, à Moscou, à Moscou. Mais alors comment non, mais vous savez, c'est pas ça. Nous on est pacifiques, on ne veut pas. Mais c'est les Russes. Les Russes, selon un certain nombre de journalistes et de porte-parole et de hautes autorités, sont prêts à arriver jusqu'à Paris. Regardez par exemple le journaliste de LCI, Renaud Pilat, pour ne pas le nommer. Il a même les plans de l'itinéraire de l'invasion russe vers la France. C'était le 24 octobre sur LCI. Il nous les donne. Merci Renaud Pilat. On sait au moins où les Russes vont passer pour arriver jusqu'à Boire à la Concorde. Écoutez. Moi, j'ai regardé la carte. Alors, et je parle sous votre contrôle. Si jamais les Russes attaquent, alors là déjà, ils sont en Ukraine. Donc, ils passeraient par la Moldavie. Après, ils peuvent passer par la Hongrie. La Hongrie d'Orban, c'est un allié des Russes. L'Autriche, après la Suisse ou du côté de Milan, et ils arriveraient en France. Eh ben voilà, on sait, donc effectivement, Général Pierre Schill, vous suivez ce qu'a dit Renaud Pilat, et puis vous prenez, voilà, on sait que c'est la Moldavie, la Hongrie, l'Autriche, le Milan, la Suisse, France, voilà, tout est balisé, franchement, on n'est plus inquiet, parce qu'on sait comment et où vont attaquer les Russes. Est-ce qu'on peut un peu réfléchir? Alors, il y a Stéphane Audran, qui est expert en défense des risques, donne une autre version, lui. Ici, un exercice de prospective publié dans Poutine et la guerre à l'Europe, le scénario du front atlantique. Ça vient de publier sur le grand continent, la revue. Alors voilà sa thèse. Si la Russie attaquait l'Europe, ce serait par l'Atlantique et pas du tout par l'Est. Vous voyez, thèse un peu différente, c'est l'Atlantique. Alors le scénario, 17 ans, 25, 26, 30, 32. Le Moscou lance une offensive hybride dans les pays baltes pendant que les États-Unis se retirent. L'Europe résiste sur terre mais est paralysée en mer. Armes décisives, une guerre sous-marine, drones et sous-marins russes, sabotent câbles, énergie et commerce maritime. Résultat, effondrement économique, division politique, victoire russe sans invasion. Voilà, attention, dit Stéphane Audran.
L'Europe néglige son flanc atlantique, elle doit réinvestir dans la défense navale et sous-marine. Voilà où on en est. C'est vrai que c'est un vrai problème en ce moment. Voilà, on est en train d'inventorier. Et on estime, certains estiment que l'attaque russe est imminente, ou en tout cas elle va avoir lieu, sinon dans un mois, c'est dans un an, et on doit se préparer. Problème, c'est que, il y a une chose que je ne comprends pas très bien, mais je suis un esprit un peu borné, vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à essayer d'appréhender les choses. On nous a toujours dit que l'armée française ne tiendrait pas 48 heures dans une guerre ouverte, dans une guerre totale, parce que là, ce serait la guerre totale. Et puis, dites-moi, entre deux puissances nucléaires, ça se passe comment ? On ne sait pas encore. On n'a pas eu l'exemple. Mais je signale que la France est une puissance nucléaire, que la Russie est une puissance nucléaire, et ô combien, on l'a vu encore avec les derniers missiles, les dernières fusées, etc. Mais sans faire de parade et sans faire d'étalage de force. On tient comment ? On se comporte comment ? On est là parce que, justement, et on revient... Moi, je vais vous dire mon sentiment, il est peut-être faux, je vous donne qu'une opinion personnelle. On est encore une fois dans la stratégie de la peur, dans le management par la peur, dans le gouvernement par le chaos. Comme nous avons les problèmes économiques qu'on connaît, les problèmes de sécurité qu'on connaît, on en a parlé, des problèmes énormes, culturels et autres, eh ben non. Comment on fait ? La peur, c'était le Covid, c'est le climat, c'est ceci. Et maintenant, c'est la Russie. C'est les Russes, évidemment. Donc, voilà, il faut se prémunir, il faut être là, il faut remettre ses masques, et oui, il faut se confiner. Et vous savez très bien, comme il y a eu dans certains manuels, eh bien, si la guerre nucléaire commence, une bombe éclate, fermez la porte. Comme vous le savez, il suffit de fermer la porte, que vous soyez protégé contre le nucléaire. Voilà où on en est quand même, et ça me paraît assez terrible, parce qu'il se peut qu'il y ait une guerre. Mais dites-moi, vous n'avez rien d'autre à faire, princes qui nous gouvernaient, gens qui nous gouvernaient, princes qu'on nomme grands, etc., et messieurs les présidents, au lieu d'essayer d'empêcher la guerre, d'empêcher et d'arriver à, comme essaye de le faire un certain nombre de gouvernants, heureusement, à essayer de cesser ces centaines de milliers de morts entre l'Ukraine, la Russie, au Proche-Orient et ailleurs. Non, ça y est, c'est fait, on nous attaque. Eh oui, c'est tellement merveilleux de masquer comme ça les bons problèmes, les problèmes quotidiens, les vrais problèmes, sous le masque de l'attaque nucléaire. Et à votre avis, il restera combien d'hommes, de femmes et d'enfants après ? Ah ben non, mais écoutez, ça on verra, c'est pas le problème. Nous sommes là, nous sommes martiaux, nous savons où nous allons. Et attention les Russes, eh ben vous ne savez pas qu'est-ce que vous risquez en attaquant nos lignes Maginot. Parce que la ligne Maginot, c'est évidemment la nouvelle ligne de front. Voilà, ça s'appelle, on est gouverné en France, on a des stratèges, on a des visionnaires, et on a des gens qui pensent loin. Ils ne pensent pas qu'à leur prochaine réélection et aux magouilles électorales. Non. Ils pensent au bien commun, ils pensent à leurs enfants, ils pensent aux futures générations. Alors qu'on ne dise pas qu'on n'est pas gouverné, n'est-ce pas ? Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Et on va finir avec un sujet un peu plus léger. Après une banane qui a été vendue 6,2 millions d'euros, un nouveau record de vente a été établi. Absolument. Et un record de vente, et nous sommes très fiers, c'est en France. Yves Klein. Alors Yves Klein, regardez bien, regardez derrière moi. 18 millions et demi d'euros vous contemplent. 18 millions et demi d'euros, c'est le prix du tableau d'Yves Klein qui a été effectivement vendu là chez Christie's, une vente aux enchères chez Christie's. Là. Yves Klein, maître du fameux bleu Klein, écoutez, on peut aimer, moi j'ai pas de problème de goût et de couleur. Alors regardez bien, vous voyez, c'est entièrement bleu, voilà, c'est le tableau. Le tableau, il est bleu, il est magnifiquement bleu, c'est Yves Klein, il est évidemment dans toutes les côtes et dans tous les musées du monde. Donc, voilà, il y a eu quelqu'un qui l'a acheté à 18,4 millions d'euros. C'est intéressant, ça s'appelle California, elle date de 61, et elle mesure près de 2 mètres sur plus de 4 mètres, vous voyez, 2 x 4. 8 mètres carrés, immense rectangle bleu, outre-mer, sans aucun motif. Et oui, donc pour ceux qui aiment la mer, bon, au lieu de s'acheter un yacht, on s'achète Yves Klein, c'est quand même beaucoup plus cher et beaucoup plus intéressant. Alors, c'est quoi ce bleu ? Oui, mais
Je vous vois en train de ricaner, en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non. Soyez un tout petit peu plus artiste, soyez un peu plus spirituel, soyez un peu plus affûté. Ce bleu représente l'infini, le ciel, la mer, la dimension spirituelle, Sex on the Beach, tout ça, voilà, tout est là. Regardez, ce bleu, il est pas magnifique, il est pas beau. Oui, mais je vois rien. Mais vous voyez rien parce que vous voulez rien voir. Petit aveugle, plouc, gueux, bourgeois, hein, paysan. Ah, vous voyez rien. C'est ça qui est terrible. Enfin, en tout cas, un très beau record, voilà. Et on se dit... à quoi ça sert? Ben oui, mais écoutez, hein, quand vous achetez de l'art, d'abord, vous êtes défiscalisé, hein, puis vous êtes... N'oubliez jamais que l'œuvre d'art est exclue de l'impôt sur la fortune immobilière. Très intéressant. Taxe forfaitaire de 6,5% seulement sur les ventes ou exonération après 22 ans. Voilà, valorisation libre lors des successions ou donations. Possibilité de stocker ou transférer des œuvres à l'étranger sans imposition immédiate. Eh oui, quand vous avez de l'argent... Mais ça ne s'appelle pas un peu peut-être quelque part blanchir? Mais non, blanchir. D'abord c'est bleu. Alors racontez pas n'importe quoi. C'est pas du blanchiment, c'est du bleuissement, s'il vous plaît. Soyons sérieux et vive l'art!